Merci de nous suivre. Toujours un plaisir renouvelé que d'être en votre compagnie, madame, monsieur. Herman Aboua, bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir Christelle, toujours le plaisir pour nous d'être là. Exactement, cette fête de la musique. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chez vous. Élisée Volube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et surtout bonsoir chez vous. C'est la fête de la musique, messieurs, ça vous parle? Daouda, ça vous dit la fête de la musique? Ouais, ça me dit parce que pour ceux qui s'en rappellent, qui ne sont pas trop jeunes, la fête de la musique Ils a sont été... pas très jeunes. Ouais, bon. Ils sont un peu jeunes. C'est relatif. C'est relatif. Il y a les questions de jeunes et de vieux. C'est ça. Voilà, ça a été créé en 1982 par l'un des ministres socialistes amis proches de notre ex-président Laurent Gbagbo, Jack Lang. Et il se tient chaque 21 juin, comme tu le disais tantôt. Et le concept, en fait, c'est de promouvoir en fait, la musique sous toutes ses formes et toutes ses coutures, en encourageant les artistes, les musiciens et autres à jouer dans les endroits publics. Et il a pour objectif de faciliter l'accès à la musique et encourager la diversité culturelle et de promouvoir les échanges des différentes cultures. Quand on a fini de dire ça, Daouda, donnez-moi quelque chose qui vient de votre cœur maintenant. Non, moi j'aime bien parce que malheureusement, quand on regarde sous nos tropiques aujourd'hui, si nous on n'en parle pas, combien de personnes savaient qu'aujourd'hui c'était la fête de la musique? En principe, on aurait dû voir au plateau, même s'il pleut un peu. Parce que c'est de façon spontanée, on doit voir en fait des artistes. Des artistes prestés un peu partout, voilà. Parce que j'avoue qu'aujourd'hui, la musique, moi, ça ne me parle pas trop. Ça ne me parle pas trop parce qu'aujourd'hui, tout le monde va utiliser ce qu'ils appellent les autotunes. Donc n'importe qui peut s'élever pour chanter aujourd'hui. Or avant, quand tu écoutes un NSO JJ, un Daouda le Sentimental, n'est-ce pas, forcément, hein. Forcément, tu sens qu'il y a de la musique qui s'appelle Daouda. Élisée, la fête de la musique, ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Un petit commentaire avant d'écouter une sélection. La musique, pardon, c'est un vecteur culturel. Et je pense que la musique a tout son sens et toute sa place dans une société. Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, quand même, on a une très bonne avance. Je pense qu'on fait partie des pelotons de tête en matière de promotion musicale et de créativité musicale en Afrique. J'en veux pour preuve déjà des rythmes qui sont, je dirais, made in Côte d'Ivoire. Quand vous prenez par exemple le coupé décalé, quand vous prenez le zouglou, quand vous prenez, comment on appelle ça, le rap ivoire, quand vous prenez, comment on appelle ça, quoi d'autre encore, le zoblazo de Mewé. Vous voyez, c'est des créations made in Côte d'Ivoire. Et ça, c'est rentré dans l'histoire du monde. C'est ça. Oui ou non, aujourd'hui, cette musique-là a traversé des frontières. Avant, il y avait cette hégémonie-là, je dirais, de la musique congolaise, voilà, de l'Afrique centrale. Ouais. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a son petit mot. C'est vrai que le Nigeria a une longueur d'avance avec ce qu'on sait, avec toutes ces sommités qu'on a là-bas. Mais après, dans le peloton de tête aussi vient la Côte d'Ivoire et ça, c'est vraiment à saluer. Très bien. Herman, y aurait-il une relation entre politique et musique? Ben, bon, je pense que on peut le dire ici, puisque d'abord, c'est une décision politique, hein, l'institution des journées à l'honneur de la musique. Daouda l'a rappelé, c'est un fait du ministre français en son temps de la culture, Jack Lang. Mais moi, au-delà de ça, pour compléter un peu ce que Élisée disait, il y a aujourd'hui, par exemple, le rap ivoire, qui est un concept made in Côte d'Ivoire qui marche bien. Et aujourd'hui, nos Ivoiriens, nos musiciens, nos artistes remplissent des salles à l'extérieur. Rosaline Layo qui parcourt aujourd'hui un peu les continents. On a la Team Peya avec ST Milano. Il y avait KS Bloom, le gospel ivoire. Bon, je veux dire que on a pas mal de... Il y a pas mal de... Mais moi, ce côté que je pense qu'on perd un peu de cette fête de la musique, là, c'est le côté foire de rue qui existe souvent en somme de festivals. Mais ici, ça disparaît ici, c'est beaucoup plus dans des discothèques et autres, dans des lieux d'acoustique on sent la fête. Parce que ce soir, par exemple, on ne va pas avoir dans les rues des festivals de musique. Ça fait perdre un peu l'intention ou l'idée derrière cette fête de la musique-là. Barry, rapidement, avant d'écouter une sélection, parce que je sais qu'ils sont prêts maintenant, on va écouter une première et une seconde. Donc rapidement, musique, Barry, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus sur la fête de la musique? Ce que je sais de la musique, c'est que la musique, c'est un art. Et un art qui est prisé par tout dans le monde. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste parce qu'au-delà de ce qui a été dit par mes amis, il y a aussi
il faut noter que Abidjan a été un tremplin pour beaucoup d'artistes francophones. Exactement. Je prends par exemple la légende guinéenne Mori Kanté, qui a fait ses armes ici. On sait ce que le Yeke Yeke a représenté dans le monde. Il a fait ses classes à Abidjan. Il y en a plein d'autres qu'on peut citer. Et même les artistes congolais, d'ailleurs, il y en a plein. Abidjan a été une vitrine pour eux. Alors, j'ai une première sélection à vous proposer. Régis, si vous êtes prêts, on y va. Ok, ça y est, maintenant on peut rouler. Ok, patron, maintenant on peut bomber. Rouler, rouler, baka rouler. Kamel Saba, Kamel Nani, Binti Kabe, Chebe Fe. Ça, c'est vraiment le coup de cœur, voilà, que nous offrons aux anciens. Daouda. Voilà, on a eu Daouda le sentimental, on a eu Alpha Blondy dans Bintou Were Were, et puis Ernesto JJ. Vous connaissez, n'est-ce pas? Yinekpa, c'est votre époque. Pinikpa. Pourquoi? C'est Pinikpa. Pinekpa, d'accord. C'est embêté. C'est embêté. Alain Toussaint nous avait expliqué ici en son temps. Oui, je crois qu'il m'avait parlé. Mais malheureusement, j'ai oublié. Maintenant, il y a eu Daouda le sentimental, mon homonyme, qui parle de bac à rouler, le bouquet de fleurs. Il y a quoi? Mon cœur balance. C'était la belle époque, en tout cas, pour les parents qui ont connu cela en Côte d'Ivoire. Ils aimaient beaucoup ces chansons-là. Ça leur rappelle pas mal de choses. Et on a une sélection un peu plus, on va dire, contemporaine, voilà. Plus, je dirais pas plus fun, mais plus, voilà, qui ressemble un peu actuel, en fait. à la jeunesse d'aujourd'hui. On écoute. Mon Dieu, pour un instant, le plateau du Grand Talk s'est transformé en discothèque. En discothèque, parce que les uns et les autres, Herman, Daouda, chacun y allait de son, comment vous appelez ça? De ses pas de danse. C'est vendredi, on est un peu plus relax et c'est la fête de la musique. Alors on a eu dans cette sélection-là Barry. C'est une colle pour vous. Arafat, Didier Arafat. On a eu Didier Arafat, voilà. J'ai reconnu la sœur d'Élysée. Oui, Roselyne Layo. Mais avant Roselyne, on a eu donc José Toulès. Ensuite, Tim Péa aussi. Tim Péa à la fin. Avec, comment on appelle, le jeune Tamsier. Avec ce tube de... Et on a ouvert avec Feu Arafat. Il fallait absolument ouvrir avec lui. Voilà un peu ce que nous, on pouvait faire pour la fête de la musique, pour dire quoi? La musique, ne dit-on pas qu'elle adoucit les mœurs? Voilà, je pense qu'un peu de musique dans votre voiture, chez vous, ce serait bien. Et puis, l'idée première du festival, de la musique, de la fête, c'est que dans les rues, on puisse retrouver des artistes ici et là qui jouent, qui attirent du monde. Ce serait bien de revoir cela. Merci, messieurs. Alors, la musique ayant fait donc son travail d'adoucir nos mœurs, parlons maintenant, on va dire, coopération militaire, stratégie, n'est-ce pas? Au nombre de 600 soldats, aujourd'hui, le contingent de l'armée française passera à 100. À 100 dans les prochains mois. Pourquoi? Il faut se rappeler que cette décision fait partie donc de la stratégie du président français Emmanuel Macron qui vise maintenant à limiter la présence française sur le continent, à réduire au maximum. Alors donc, cette opération avait été annoncée au début de l'année. Elle commence en Côte d'Ivoire en tout cas à trouver action, puisque dans quelques mois, les soldats français ne seront que 100 en Côte d'Ivoire. Barry, quel commentaire cela appelle de vous? Bon, ce que je dirais, c'est que la réduction des effectifs des forces françaises en Côte d'Ivoire rentre en ligne de compte dans le cadre de la nouvelle orientation stratégique de la diplomatie militaire française. Il faut noter que la Côte d'Ivoire et la France avaient signé un accord de défense au début des années 60 et
historiquement, il y a eu une évolution au niveau des forces françaises en Côte d'Ivoire. Du 43e bataillon d'infanterie de marine, nous sommes passés à l'opération Licorne pendant la crise post-électorale. Et en 2013, déjà en 2012, le président Sarkozy avait commandé le livre blanc de la défense que M. Hollande a essayé de mettre en œuvre. Dans ce livre blanc de la défense, là, je crois que la zone sahélo-sahélienne et le golfe de Guinée étaient des zones géographiques mentionnées. Et dedans, il y avait les moyens à dégager, le type de menaces et tout. Malheureusement, je ne sais pas si je vais dire malheureusement pour la France, mais il y a eu un basculement géopolitique qui a fait qu'au Sahel, avec l'opération Barkhane, Sangaris au début, Barkhane, et maintenant, on leur a demandé de quitter ces pays du Sahel-là. Donc, naturellement, il y a la guerre en Ukraine aussi qu'il faut mettre en évidence parce qu'aujourd'hui, l'Europe, à une époque, depuis 1995, je veux dire que l'armée française, les armées américaines, c'était des armées d'expéditionnaires. C'est-à-dire qu'il y a eu une réduction des effectifs. On est passé d'une armée de conscription à une armée professionnelle. Donc, les effectifs et le budget de la défense ont été drastiquement réduit. Maintenant, là, ils se rendent compte qu'avec la guerre en Ukraine, la guerre de haute intensité est de retour en Europe. Ça redéfinit un peu les stratégies. Ça redéfinit complètement la politique française. Vous verrez que le budget de la défense a été augmenté. On parle même d'essayer d'élargir le panel des formations. Voilà, donc dans un premier temps, c'est ce que j'avais à dire. Il faut dire qu'au niveau de l'opération Barkhane, la France disposait donc de 5000 soldats au Sahel. Daouda, la présence française donc militaire se limite dans un contexte de paix, sans conflit. On y va, voilà, c'est des deux accords, les deux parties sont d'accord, sans qu'il n'y ait, eu des problèmes, on va dire ainsi. Non, je pense que Barry avait déjà tout dit. Je dirais qu'il y a un sentiment anti-français qui s'est soulevé depuis un certain temps dans les pays du Sahel. Mais aujourd'hui... Est-ce que ça nous concerne, nous, en Côte d'Ivoire? Non, c'est pas que ça nous concerne forcément, mais une chose est certaine, je pense qu'il fut un moment en Côte d'Ivoire ici où même on avait demandé le départ des soldats français du 43e BIMA. Mais vous voyez... Je veux dire, quand je regarde cette coopération qui se passe entre l'État de Côte d'Ivoire et l'État français, c'est pas que la France s'élève seule et décide de façon unilatérale de dire je m'en vais, ils viennent, on discute. Ça veut dire que les forces en présence dans les différents pays peuvent partir, mais cela peut se faire sans heurts, sans propos populistes, sans propos outrageants à l'endroit de l'autre pour dire abat la France-Afrique, abat ceci. Ils peuvent partir simplement. Aujourd'hui, ils s'en vont, ils restent. Ils vont laisser 100 soldats ici qui, qu'on le veuille ou non, vont forcément aider à la lutte contre le terrorisme. Parce qu'ils auront en fait, cette présence va servir au niveau de la formation. Comment on appelle ça? Ils appellent ça Flintlock. J'oublie le nom. Flintlock. Voilà, Flintlock. Voilà. Donc, cette formation s'est faite avec les Français, les Américains, les Danois et même beaucoup de pays africains. Malheureusement, certains de nos pays frères ont décidé de se retirer de cette formation. Pourquoi? On ne sait pas, mais j'espère qu'ils reviendront à la table de discussion pour dire que tout peut se passer dans la paix. Dans la paix. Voilà. On n'a pas besoin de tout le temps crier souveraineté, 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 parce que pour ma part, j'estime qu'il n'y a pas d'État. Tous les États sont interdépendants. Et sont souverains aussi, Daouda. Non, on est tous souverains. Bien sûr. Voilà, mais on dépend de l'autre, quelque part. Voilà. Élisée Boloubeu, quel commentaire vous en faites? Le départ, donc, la réduction drastique, on va dire, des militaires français en Côte d'Ivoire. Oui, mais je pense déjà qu'avant de chercher à savoir pourquoi une réduction drastique, il faut savoir pourquoi les soldats français étaient là, pourquoi est-ce que le contingent avait augmenté. Je pense que Barry a rappelé un peu l'historique, mais juste que quelque part, il y avait un rectificatif à faire. La force, l'opération Licorne n'a pas été mise en place à la suite de la crise post-électorale, c'est plutôt à la suite de la rébellion. Voilà, quand il y a eu les questions de rébellion, la partition du pays, que la force Licorne a augmenté de 600 soldats que constituait le BIMA, le 43e BIMA, on est passé à un effectif d'environ 5000 dans le cadre de l'opération de sécurisation et de la partition du pays. Et puis après, successivement, ça a diminué après de 2005 à 3500 jusqu'à 1000 et que récemment, on assiste à cette réduction. Mais moi, je pense que c'est en totale cohérence avec le discours du président de la République. Parce que vous ne pouvez pas avoir un indice de sécurité de 1,2 qui est comparable à celui-là des capitales les plus sécurisées au monde et continuer encore d'avoir sur votre territoire des soldats d'autres pays dont la présence serait, je dirais,
dans la perspective d'assurer une certaine sécurité quelque part. Si vous êtes arrivé à ce niveau de sécurité, ça veut dire donc que vous avez la totale maîtrise de la gestion de votre sécurité. Et même au niveau aussi des intérêts par rapport au terrorisme, vous pouvez assurer? Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que de dire quand même que la Côte d'Ivoire, en matière en tout cas de prévention et de disposition et de dispositifs militaires, de riposte face vraiment, je veux dire, à la menace terroriste et à toute forme de sécurité, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays quand même qui est bien placé. Ça, c'est pas moi qui le dis, vous le verrez dans tous les canaux diplomatiques, on vous le révélera. Parce qu'aujourd'hui, quand même, sur cet aspect-là, les autorités ivoiriennes ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont même diversifié leurs partenaires. C'est même plus, juste la France. Voilà, il y a plusieurs autres partenaires qui sont rentrés en ligne de compte. L'Israël et récemment la Chine. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Mais je veux dire que c'est pour moi une totale cohérence. Voilà, conformément au discours du chef de l'État, ça veut dire quelque part aujourd'hui que la Côte d'Ivoire, à mon sens, a toute la capacité de prendre en main la gestion de tout son dispositif sécuritaire. Voilà, de tout son dispositif sécuritaire, c'est ce que ça veut dire. Et ça, c'est à saluer. C'est ce qu'on appelle de tous nos voeux. Parce qu'aujourd'hui, un pays, je crois que les éléments de souveraineté qui doivent rassurer la population et quelque part qui doivent faire aussi la fierté de la population, c'est le fait qu'on soit en capacité sur le plan militaire de pouvoir réagir face à toute menace. Et je crois qu'aujourd'hui, au regard de la situation, la Côte d'Ivoire dispose de ce dispositif-là pour pouvoir faire face à toute menace. Et ça, on ne peut que saluer. Herman, est-ce qu'on avait imaginé qu'un jour, justement, l'opération militaire en France réduirait son effectif jusqu'à 100 ? Voilà pourquoi moi je veux dégager certaines raisons. Pour moi, les raisons sont multiples. Il y a d'abord des motifs, je pourrais dire endogènes, les motifs, et puis des motifs exogènes. Au niveau endogène, par exemple, vous savez bien que l'opinion publique française aujourd'hui, avec la montée de la droite, on entend beaucoup plus de Français réclamer que leur gouvernement se concentre sur la politique intérieure. Sur la politique à l'intérieur. Une autre raison pour montrer l'endogénéité de ça, c'est aussi qu'on appelle là. On pourrait dire, c'était déjà d'abord prévu. Il faut le savoir. Les relations bilatérales et multilatérales, en réduisant ses forces sur le territoire, la France peut renforcer davantage sa coopération économique réorientée sur les questions culturelles, les questions d'éducation et autres, avec ces pays avec lesquels elle entame cette réduction-là. Il y a aussi, au niveau exogène, il faut aussi dire que les traités qui avaient permis la présence française sur la plupart des sols africains se retrouvaient mis en cause. Daouda a parlé d'un sentiment anti-français, mais moi je n'appelle pas ça le sentiment anti-français. Que certains États clamaient leur souveraineté là-dessus, car ces accords-là étaient mal appliqués ou bien étaient en déséquilibre par rapport aux pays avec lesquels la France contractait. Mais quand il parle de sentiment anti-français, moi je pense que ce thème, ça réduit un peu l'irresponsabilité des officiels français. C'est-à-dire c'est quoi? Qui à travers leurs médias occultent la réalité. Aujourd'hui, c'est le rejet de la politique française en Afrique. Différent du sentiment anti-français. C'est différent du sentiment, pour moi, qui est très différent du Montrez-nous la différence, Herman. Anti-français. Mais le rejet de la politique, on a parlé des accords tout à l'heure, Barry a bien dit, ces accords-là sont des accords qui caduques. C'était au début de l'indépendance, pour faire une transition entre la période coloniale et la période d'indépendance. Ces accords-là étaient forcément montraient la présence française sur nos sols. Vous conviendrez avec moi que si on revisite l'accord de défense militaire, de la coopération militaire de 1960 avec la Côte d'Ivoire, entre la France et la Côte d'Ivoire, vous comprenez bien qu'on n'avait pas encore cette souveraineté-là au niveau de notre défense. Donc c'est le rejet de cette présence française et autres là, ce qui n'est pas un sentiment anti-français. En réalité, tout peuple aspire à maîtriser sa souveraineté aussi bien au niveau militaire que sur la question de la monnaie, du franc CFA et autres. Donc moi je pense que ce n'est pas un sentiment anti-français. C'est une question peut-être d'approche, Barry. Alors on arrive au même résultat, on le disait. Hein. Certains clamant, comme Daouda l'a dit, leur souveraineté. Nous sommes des citoyens, nous avons notre indépendance. Et nous sommes en droit de gérer nos propres affaires, y compris notre défense. Donc on regarde de plus près les accords et on se rend compte qu'on peut se sentir biaisé. Barry, alors comment justement garder quand même, parce qu'un pays ne peut pas se développer tout seul, comment garder de bonnes relations avec des partenaires, je n'allais pas dire ancestraux, mais des partenaires séculaires quand même, et exprimer notre souveraineté, notre capacité à décider de nous-mêmes les affaires de notre pays?
Moi, je pense que s'il y a un principe de souveraineté, je pense que la Côte d'Ivoire l'exerce pleinement. Le ministère de la Défense et le président de la République de Côte d'Ivoire ont quand même essayé de définir depuis 2016 une loi de programmation militaire pour essayer de renforcer l'appareil de défense ivoirien. Et quand vous prenez la Côte d'Ivoire, par exemple, l'achat de matériel, un pays comme la Russie, la Côte d'Ivoire a acheté du matériel avec la Russie, les hélicoptères Mi-24 viennent de Russie. Vous voyez, et là on a un accord justement avec la Chine. Mais les forces françaises en Côte d'Ivoire, en réalité, le nom et la configuration a changé depuis 2015. Depuis 2015, ils ont réduit les effectifs. Et je pense qu'au niveau du Parlement, l'accord qui avait été signé entre le gouvernement ivoirien et le président Hollande à l'époque, les députés qui étaient membres de la commission de défense ont quand même examiné le document. Maintenant, qu'un autre État pense que la France est responsable de son insécurité, je pense que c'est lui seul qui décide. Quand, en 2013, la France est intervenue, je pense que c'était sur demande des autorités maliennes qui ont souverainement demandé aux Français de venir. Ils ont encore demandé aux Français de partir. On ne peut pas leur reprocher ça, c'est une redéfinition diplomatique. Mais je veux dire que tout pays doit définir sa doctrine diplomatique et militaire. Qu'est-ce que je fais? Avec quels moyens? Quel type d'ennemi je dois avoir en face de moi? Quel type de conflits peuvent émerger à l'horizon? Et c'est en fonction de ça qu'on construit son appareil de défense. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans une sorte de multilatéralité diplomatique sur le plan militaire, sur le plan économique. Donc, elle exerce sa souveraineté. Mais ce qui me dérangerait un peu... Ce qui me dérangerait un peu, c'est effectivement, comme Herman l'a dit, cette histoire des sentiments anti-français. Je ne pense pas que les Africains développent un sentiment anti-français. Je pense pour moi que certains Africains, déçus des attentes vis-à-vis des opérations militaires françaises au Sahel, et avec l'avènement des militaires qui se sont définis des ennemis pour légitimer leur pouvoir, ont décidé de dénoncer les opérations militaires françaises. Sinon, quand vous partez dans tous ces pays-là, les entreprises françaises sont encore là. Personne ne s'est attaqué à Carrefour, je veux dire personne, même si au Sénégal, on peut dire qu'il y a certaines entreprises qui avaient été impactées, mais globalement, comment dirais-je, c'est le volet militaire. Ce n'est pas le sentiment anti-français, c'est plutôt la politique peut-être qui a été... Ça, c'est un narratif avec lequel je ne suis pas trop d'accord. Très bien, Barry. Alors, Daoud, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, sans complexe, signe des accords pour des achats d'armes, pour des accords de défense avec d'autres partenaires. Aujourd'hui, on a la Chine, où le ministre d'État, ministre de la Défense, a donc signé un important procédé, à une signature importante d'un contrat commercial pour l'acquisition de vecteurs militaires de dernière génération, vecteurs aériens, pardon, de dernière génération. Sans complexe, la Côte d'Ivoire signe, sans toutefois devenir l'ennemi de la France. Je suis tellement à l'aise quand je parle de cette situation parce qu'il y a tellement longtemps qu'on en parle ici pour dire que et je pense que cet achat s'inscrit même dans la vision du président de l'État, du président de la République qui dit qu'on est amis de tous et ennemis de personne. Donc on n'a pas besoin de dire l'autre est mon problème. Voilà. Tu disais, du faux Boigny. On n'a pas besoin de dire que l'autre est mon problème. Parce que dès l'instant que tu commences à crier que l'autre est mon problème, mais c'est ton incapacité à régler les problèmes les plus primaires de tes administrés que tu étales là. Mais en même temps, certains États n'ont-ils pas le droit de dire attention, au vu de notre politique, on a estimé que certains États pourraient peut-être être à la cause de notre prenons le cas de juste à côté de chez nous. La France est partie du Burkina. La France est partie du Burkina. Qu'est-ce qui a changé en matière de sécurité aujourd'hui? Quand ils sont venus, ils disaient que c'est la sécurité qui était leur problème. La France est partie. Est-ce que le problème a changé? Pas forcément. Donc, en réalité, est-ce que concrètement, c'était la France le problème? Mais moi, pour revenir en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui dernièrement, on parle de l'achat des vecteurs aériens avec la Chine. Mais il y a quelques mois, quelques semaines en arrière, c'était avec la Russie qu'on faisait des achats. Après, c'est avec Israël et autres. Pendant ce temps, la France avait des problèmes, traînait les pas. Mais on a dit clairement aux Français, mais les gars, comme vous n'arrivez pas à régler le problème, nous, on va en Israël, on va en Russie, on va en Chine. C'est de la souveraineté. Pour dire, je suis libre d'aller où je veux, je n'ai pas besoin de venir, comment on appelle ça, chauffer le peuple à blanc pour dire, à bas la France, parce que tous ceux qui disent dans leur bouche, à bas la France, à bas le colonialisme, à bas le, qu'on appelle ça, ils disent quoi encore? Ils ont un troisième thème qu'ils aiment utiliser. L'impérialisme. C'est fini tout ça. C'est parce que tout simplement, ces États sont des incapables. C'est un peu trop fort. Mais c'est le mot.
C'est un peu fort quand même. Enfin, Élisée, je ne sais pas si vous partagez l'avis de Daouda, mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas donner le droit à un État de dire, attention, moi j'estime que X ou Y sont mes challenges. A contrario, en Côte d'Ivoire, on se dit, bon, comme Daouda l'a bien énoncé, on n'a pas de complexe. Vous traînez les pas, on part ici. Vous traînez les pas, on réagit ici, sans complexe. Mais en même temps, Élisée, est-ce qu'à une époque en Côte d'Ivoire, on pouvait avoir cette liberté d'action? Pouvions-nous la voir? Ok, d'accord. Moi, je suis pas, franchement, je n'étais pas dans le secret des dieux il y a longtemps et tout ça. Non, en tant qu'observateur, bien sûr. C'est ce que je veux dire. Ouais. Je dis sur la base de mes analyses, de mes lectures et tout ça, je ne tirerai pas de conclusions hâtives dans ce sens, mais ce que je constate en tout cas, pour le moment, ce que je constate que mes yeux me donnent de voir, c'est que contrairement à peut-être des éléments de langage qu'on veut faire distiller, à savoir que le régime Ouattara et tout le reste seraient à la dictée de la France sur tous les aspects, mais je pense que ce n'est pas vrai. Vous savez, souvent, il faut prendre la peine, il faut sortir de ces clichés politico-politiciens et puis souvent aller à la source des informations. Aujourd'hui, qui est le premier qui sont les premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire? Je vous dis de remonter seulement 15 ans en arrière, vous verrez que ce n'était pas les mêmes. Mais aujourd'hui, donnez la liste des 5 premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas partenaires économiques, je dis partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Allons-y, Élisée. Vous verrez qu'il n'y a même pas la France dedans. Voilà, on a le Nigeria, on a la Hollande, on a la Chine, on n'a même pas la France dedans, partenaires commerciaux. Il y a une chose qui est vraie et qu'il faut reconnaître. Le président Ouattara, qu'on le veut oui ou non, a eu des amitiés très poussées avec certaines personnes qui ont occupé des hautes fonctions en France. En France, bien sûr. Notamment le président Sarkozy. On sait d'où part leur amitié depuis belle lurette. Tout à fait. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir eu des amitiés. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons eu nos amitiés qui certainement peut-être dans le futur pourraient encore revenir ou bien être sur la place. Ça, on ne peut pas le lui en vouloir. Mais je pense aujourd'hui que quand on regarde quand même l'action et les actions des autorités ivoiriennes, il y a une volonté manifeste de diversifier leurs partenaires à tous les niveaux, pas seulement sur le plan de la défense. J'ai pris tout à l'heure l'aspect économique, même si vous partez sur le plan même de l'agriculture, même si vous partez même sur le plan des statistiques, de beaucoup d'autres choses, vous verrez qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire fait partie de l'un des pays qui a le maximum de partenaires dans différents domaines, dans différents secteurs. Même, je vais vous prendre un exemple, par exemple, l'enseignement technique. Allez dans l'enseignement technique. Vous allez voir aujourd'hui que nos partenaires dans l'enseignement technique, c'est même pas la France, nos premiers partenaires dans l'enseignement technique. Nous avons le Canada, l'Allemagne, nous avons le Maroc, nous avons la Suisse, nous avons la Chine. Donc, il y a une réelle volonté aujourd'hui des autorités politiques de se donner le maximum d'opportunités en élargissant l'assiette des partenaires. Et ça, le dire, c'est pas applaudir un régime, mais c'est dire les faits. C'est une réalité. Donc, je pense que les Ivoiriens, bon, certains Ivoiriens, au lieu de la longueur de journée, faire croire que nous sommes tous à la dictée de la France, il est bien quand même d'aller à l'information, de se cultiver sur certains aspects. En plus, ce que je suis en train de dire, ce n'est même pas des choses qui sont cachées. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit juste que vous allez sur Internet, vous tapez, vous allez avoir tous les résultats. Et nous tous aujourd'hui, Dieu merci, je pense que les derniers statistiques de la RTCI, on a environ 35 millions d'abonnés au téléphone, au puces. Donc ça veut dire qu'au moins en matière d'Internet, on a environ une vingtaine de millions d'Ivoiriens comme ça. Donc c'est pour dire qu'on a accès aujourd'hui à l'information. Il suffit juste de chercher à aller comprendre et puis on verra. Herman, est-ce que c'est tout à l'honneur justement du gouvernement ivoirien qui a su manœuvrer pas à pas, tout doucement, stratégiquement, pour diversifier ses partenaires sans que cela puisse créer, donc gripper les relations entre notre partenaire, on va dire, historique, la France? On est tous d'accord que depuis l'arrivée du président Ouattara, notre diplomatie, la diplomatie ivoirienne est en plus bonne santé parce qu'on comprend que ses prédécesseurs avaient quand même un gros challenge sur la question de la diplomatie. Aujourd'hui, on est quand même, je veux dire, avec tous les partenaires internationaux, il y a vraiment une certaine symbiose avec le gouvernement en place. Ça, on le sait. Je ne vais même plus revenir sur l'aspect où on estime que il faut, comment on appelle, la Côte d'Ivoire choisit bien de diversifier ses partenaires. C'est déjà une très bonne chose, ça participe. Et on le fait bien. Oui, ça participe à renforcer notre diplomatie. Mais moi, renforcer la sécurité des frontières, c'est bien. Mais il y a une chose, il faut trouver aussi le mécanisme pour aider à ce que tous ces partenariats au niveau militaire aussi, surtout quand on parle de vecteurs aériens, ça aide dans la protection civile. Vous voyez bien qu'à l'occasion des intempéries qu'on a vues la dernière fois, moi j'étais écœuré que le groupement des sapeurs-pompiers militaires qui devait intervenir partout n'ait pas des engins volants, c'est-à-dire des hélicoptères
des hélicoptères pour pouvoir aider à secourir, à telle enseigne que sur place, des bénévoles, des jeunes et autres aidaient. C'était de façon, je veux dire, précaire. Pendant qu'on voit que nos soldats, comme on dit souvent de feu, et maintenant on peut dire soldats de l'eau, travaillent, il faut leur donner les moyens. Donc j'espère que dans cette coopération, on parle de vecteurs aériens, j'imagine que ce sont des drones, des hélicoptères. Il faut équiper ces unités-là d'intervention qu'on voit de façon pratique quand il y a ces genres de situations, de catastrophes, puissent avoir une certaine mobilité pour intervenir. Aujourd'hui, au-delà de l'intervention au sol, les sapeurs-pompiers militaires ont besoin d'engins roulants, donc, et notamment hélicoptères. Ça, c'est vraiment un plaidoyer que je fais. Merci, c'est ce que j'allais dire. C'est donc le plaidoyer d'Herman en profitant de cette acquisition. In fine, il faut peut-être encore équiper le GSPM avec les hélicoptères pour pouvoir, dans les situations de pluie... Il y a deux autres éléments que je pourrais glisser. La formation des compétences. Parce qu'on parle aussi comment on appelle de la souveraineté militaire. Pourquoi est-ce que, si ce sont des drones et autres, il y a quand même des compétences locales qui pouvaient aider à créer ces drones-là et pour qu'on puisse maîtriser et ne pas faire forcément recours à long terme. Très bien. Il faudrait qu'on puisse créer pour ne pas qu'on ait toujours se détourner, enfin aller à l'extérieur pour aller chercher les moyens pour pouvoir les payer. Alors, messieurs, 30 secondes, mais on va utiliser les 30 secondes pour un autre sujet. Pour un autre sujet aussi important parce que justement, on est toujours dans tout ce qui permet à notre pays de se développer. Et je voudrais vous parler d'un programme, messieurs. On sort là du monde militaire et on part à ce qui a fait la force de cette nation. Daouda, n'est-ce pas que le développement de ce pays, à une certaine époque, a reposé sur l'agriculture. Ah bah justement, le programme Palmier-Ivoire, donc est né d'un constat. Quel est-il? C'est qu'il y avait un écart de productivité assez important entre les plantations gérées par les petits producteurs, donc les plantations qu'on appelle plantations villageoises, et les plantations industrielles. C'est ce que disait justement le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré. Et donc, pour essayer de gérer donc ce gap-là, le programme Palmier-Ivoire a été créé, tout à l'avantage encore du gouvernement ivoirien en faveur des populations de Côte d'Ivoire. Messieurs, réaction, Daouda, je commencerai avec vous. D'accord, merci beaucoup. Déjà, comme tu parlais de la Côte d'Ivoire, dont l'économie reposait sur l'agriculture, il faut dire que depuis ces dernières années, la Côte d'Ivoire a connu une croissance notable. Et donc, pour maximiser cette croissance notable-là, il était important d'améliorer, de créer des emplois de qualité, surtout dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et c'est dans cette optique-là que justement le gouvernement, avec le soutien de la Banque mondiale, a initié le programme des chaînes de valeur que tu as appelé tout à l'heure PC7. Non, c'est le PC7. PC7, d'accord, le programme, c'est le... Voilà, c'est ça. Le PC7 d'abord. Et le PC7 qui a pour objectif, en fait, d'augmenter la productivité et attirer des investissements et de financer beaucoup de choses. Donc, notamment ces chaînes de valeur qui sont la mangue, karité et le palmier à huile. Et donc, cette fois-ci, on était dans la question du programme palmier à huile. Quand tu parlais d'écart de productivité entre les petits producteurs et les producteurs au niveau industriel. Donc, il faut les rendre plus compétitifs. C'est dans cette optique-là qu'ils ont formé 1500 jeunes sur 18 mois. Mais au-delà des 1500 jeunes, ils ont encadré 30 000 producteurs de palmiers à huile pour pouvoir capitaliser un peu sur toute cette production-là. Mais cela s'accentue encore. Je pense que les autres auront des choses à dire sur la question. Ce qui est intéressant, c'est que ces 1500 jeunes vont aller faire justement, eux aussi, leur exercice de formation sur 30 000 autres producteurs. Alors, si on est bon au niveau de la régie, est-ce qu'on peut écouter quelques éléments de langage avec cet élément-là et on se retrouve tout à l'heure? On n'en a pas. Bon, d'accord, on continue. Alors, Herman Aboua, vous qui êtes très environnement, lorsque vous voyez que le gouvernement ivoirien, justement, prend le soin de dire, il faut aussi regarder entre l'écart créé entre les populations, les plantations villageoises et les plantations industrielles, il faut rapidement fermer ce gap-là. Pourquoi pas, in fine, créer aussi des champions nationaux dans ce domaine-là? Oui, bon, moi je pense que c'est une expérience très intéressante. Hein. C'est-à-dire que former 2500 jeunes, et notamment les gens ont tenu compte aussi de la question de l'inclusion. Plus de 2500 jeunes. La question de l'inclusion et même du genre. Parce qu'on voit que parmi les 2500 jeunes, il y a une grande... C'est plus de 1500 jeunes. 1500 jeunes.
mais il y a 3000 personnes, il y a 1500 jeunes et 1500 femmes. Donc parmi les 1500 femmes et 1500 jeunes, il y a encore des femmes. C'est pour dire qu'on a tenu compte du genre. Ça, c'est un premier point. Mais lorsque on forme, je veux dire, moi je vais les appeler des champions hein, pour aider le monde. Aujourd'hui, un des défis majeurs de notre production agricole, c'est qu'à l'hectare, on produit moins par rapport à certains endroits où on peut tirer beaucoup plus. Donc si les gens sont formés à permettre à ce que les planteurs, les producteurs et autres là, maîtrisent leur production sur une superficie, de sorte qu'avec une petite superficie, qu'on ait une plus grande production, c'est-à-dire maîtriser les techniques culturelles et autres, donc je pense que c'est une très bonne chose. Il faudrait que, ça ne faudrait pas que ça s'arrête. Moi, je pense que ces gens de choses, l'agriculture aujourd'hui, on peut dire, la Côte d'Ivoire, son économie repose, comme on le dit là, sur l'agriculture. Il faut développer que chaque année, il ne faudrait pas que ça s'arrête à une promotion. Il faut que ces gens d'initiative-là, que ça soit pérenne, de sorte que on puisse, au niveau, dans nos zones rurales, pour que les gens puissent en bénéficier. Et c'est très intéressant qu'on s'intéresse aussi aux gens. Alors, Élisée, ce qui est bon, c'est que ce projet a été conçu avec une grosse dose de mécanisation. D'innovation, justement, non seulement pour augmenter les cultures, mais aussi permettre à ce qu'on puisse aller à une certaine industrialisation, in fine. Réaction. Oui, c'est tout le sens. Hein. Je profite en tout cas de cette opportunité-là, franchement, pour dire chapeau à Atu Koulibaly, qui est le coordonnateur de ce projet de PC7-là, qu'on a reçu ici il y a, je crois, 2 ans sur ce plateau. L'année passée. Franchement, hyper brillant et qui a des résultats. Je crois que de temps en temps, souvent, on est frustré de voir des coopérants venir, mais on est aussi ému et fier de voir des jeunes Ivoiriens qui peuvent porter des projets et les mener jusqu'au bout. Déjà, comme Daouda le disait, il est un peu bon quand même de revenir sur l'objectif même du PC7. Ce projet que conduit le monsieur Atu Koulibaly. Il vise, hein, comme son nom l'indique, à améliorer la compétitivité des chaînes de valeur du palmier à huile, dont on parle actuellement, de l'EVA, de l'ananas, de la mangue, et puis de la qualité, comme il est en train de le dire. Et vous voyez que l'objectif aujourd'hui, la stratégie derrière, c'est de pouvoir sortir, je veux dire, la Côte d'Ivoire de la dépendance des produits tels que le café cacao, qui à un moment de notre vie va s'arrêter. C'est clair. Voilà, donc il faut développer d'autres chaînes de valeur, surtout que notre climat et notre terre sont propices à ces cultures. Voici le projet derrière. Mais il faut le faire, pas de façon, je vais dire, manuelle, comme on a l'habitude de le faire, parce que ça ne donne pas le résultat escompté. Aujourd'hui, l'objectif des pouvoirs publics et du gouvernement, et je vais dire avec les projets en accord avec les partenaires au développement, c'est de séduire davantage la jeunesse dans le secteur agricole. Mais comment on séduit les jeunes? C'est pour leur donner des machettes. Et d'abord, ils n'iront jamais. Jamais. Voilà, il faut les emmener à produire avec des machines. Des nouvelles méthodes. Voilà, avec des nouvelles méthodes, avec des machines. C'est ce qui peut attirer les jeunes. Et ce projet-là a cette ambition-là. Maintenant, sur la question du palmier à huile, comme Ayman et puis Daouda l'ont dit, quelque chose que je retiens justement et que j'apprécie. Voilà. C'est déjà une très bonne chose, parce qu'aujourd'hui, si on veut étendre la toile, c'est de prendre un échantillon et permettre que cet échantillon-là soit suffisamment formé pour impacter davantage. Exactement. Et je crois que c'est le sens de ce projet que nous saluons. Alors Barry, on salue le projet, mais il faut noter que la chose était tellement bien menée que les jeunes ont bénéficié d'une formation civique. Dispensée donc à l'Académie des forces armées de Sambakro. Formation, les auditeurs apprennent tout ce qu'il faut, ils sont donc outillés et en met aussi de la discipline là-dessus et de la rigueur. Vous voyez, on a tendance souvent à parler de champions nationaux, mais c'est la meilleure manière de former les champions nationaux. Il faut leur donner la compétence, développer leurs compétences, il faut leur donner les moyens et la vision. Quand on parle de mécanisation, quand on parle d'innovation, parce qu'on ne peut plus cultiver comme on cultivait il y a 60 ans. Je veux dire qu'avec la houe, la daba, ça c'est fini ça. Aujourd'hui, pour capitaliser sur votre portion de terre, il vous faut la mécanisation, il vous faut innover. Mais il faut aussi former les jeunes au marketing. Quand ils ont fini leur production, comment ils vendent?
Parce que l'objectif final, c'est ça, c'est de faire des bénéfices. Donc, au-delà de toutes ces formations-là, il faut aussi qu'ils apprennent la gestion financière. Et là, je pense que l'éducation civique qu'ils ont reçue à l'académie militaire, naturellement, ça sera la discipline. Ah bah oui. Et quand on dit discipline, c'est global. Voilà, donc il faut saluer l'initiative du ministre de l'Emploi, le ministre Mamadou Touré. Je pense que nous avons reçu... Le ministre de la promotion de la jeunesse. Voilà, le ministre de la promotion de la jeunesse, excusez-moi. Et M. Arthur Koulibaly, le coordonnateur. Je pense qu'on a reçu les démembrements du ministère ici. Il y a des choses qui sont faites. Mais je veux porter un message envers les jeunes Ivoiriens. Il y en a qui sont sceptiques. Moi, j'en rencontre dans la rue qui nous disent que le ministre Mamadou Touré, il parle de tel nombre d'emplois. Allez-y vers l'information. Si vous allez vers l'information, vous allez trouver une issue favorable. Et je pense que ces gens qui ont été formés, moi j'ai foi dans 10 ans, on aura des champions nationaux là-dedans. Forcément. Donc, invitation à M. Arthur Koulibaly, coordonnateur du PC7. En tout cas, vous avez toutes nos félicitations pour la bonne tenue du programme. Les auditeurs ont été formés. Ils auront maintenant impacté d'autres agriculteurs. Merci infiniment et surtout, bravo également au ministre de la Jeunesse. Bien sûr. Qui est, voilà, et au coordonnateur. J'en ai parlé tout à l'heure. Très bien. Il est 19h40. C'est le temps du journal. Ce sera avec Isabelle Vauvor. On se retrouve juste après. À tout de suite. Depuis 35 ans, nous nous rencontrons et apprenons à nous connaître. Nous avons vécu des petites et des grandes victoires. Nous avons murmuré de douces choses et avons créé des actes solidaires et inoubliables. Nous avons toujours été joyeux, festifs, enjaillés, célèbres pour notre hospitalité. Toujours différents et amoureux de nos traditions, le partage est au cœur de notre vie. Château de France, on est tombé dedans. Chez MTN, on ne se connecte pas qu'un peu. Avec les packs Free Plus, à partir de 150 francs CFA, profite de minutes d'appel, de SMS, de volume Internet et même d'appels illimités. Par exemple, le pack de 500 francs valable 7 jours te donne droit à 250 mégas, 50 minutes, 100 SMS et des appels illimités vers tes numéros complices. Tape vite, étoile 105, étoile 1 dièse pour en profiter au rendez-vous sur ton appli MyMTN. Alors, on fait quoi aujourd'hui? Chaque matin parce que j'ai une vision. Ma vision en fait c'est de rendre le monde meilleur. Ça paraît utopique de le dire comme ça, mais ce que je veux en fait à la fin de ma vie, c'est que mes actions de tous les jours aient pu rendre quelqu'un meilleur, quelqu'un heureux, quelqu'un bien, me rendre moi-même heureuse, me rendre moi-même bien. Donc tous les matins, je me réveille parce que le but final pour moi, c'est que tout soit meilleur que la veille. Pourquoi vous levez-vous les matins? Vous aussi, dites-nous pourquoi vous vous levez les matins. Enregistre une vidéo dans laquelle tu expliques ce qui t'inspire et te motive à sortir de chez toi chaque matin et envoie-la nous par WhatsApp au 07 02 81 41 12. Les vidéos les plus inspirantes seront diffusées sur Live TV. Et attends-toi à une surprise! Envoie ta vidéo par WhatsApp au 07 02 81 41 12. Live TV, la télé sans filtre. TikToker préféré s'installe chez vous. Jo, les pains comme ça tomber en désordre. Je me suis dit, Joe, aussi dans mon comme ça, il fait craquer, tu vois. C'est l'humilité, c'est son manque d'humilité qui m'a même manqué même. Connectez-vous avec la team de TikTokers pour des discussions et des confidences sans filtre. Gondo. Le photo était galeux. Gondo, il n'était pas lisse. C'est même pas quitte. Et puis lui qui m'a dit mon ventre bombé, on dirait petit cabri là. Et puis avant de tromper là, moi en tout cas, on n'est jamais venu me demander t'es en couple. Et puis j'ai dit non. Si je suis en couple, je suis en couple. Si tu as décidé de rester, c'est ton problème. On est zozozoja. On peut pas reculer. La voix impérée. TikToker, c'est seulement sur Live TV. Exy, je peux te raccompagner? Vous êtes qui, vous? Harry Hart est l'un des meilleurs agents du prestigieux service de renseignement britannique, le Kingsman.
C'est à ses manières que l'on juge un homme. Vous savez ce que ça veut dire? Alors je vais éclairer votre lanterne. On va traîner là toute la journée? Ou est-ce qu'on va se battre? Le duo de super espions devra lutter contre Richemont Valentine, un génie de la technologie. Si vous mettez du sang sur le tapis, eh ben y a qu'à l'enlever le tapis. Tu peux envoyer le compte à rebours. Allez, la fête commence. Action de haut vol en costume 3 pièces. C'est dans Kingsman, Service secret, avec Colin Firth et Samuel Jackson. Ce samedi, sur Live TV, la télé sans filtre. Entrepreneurs portent d'innovants projets dans tous les domaines d'activité. Je suis Joseph Oumar Ouattara, je suis consultant en stratégie d'entreprise, directeur de Delta Consult. Je suis Sophia Chop Vincent et le nom de ma marque c'est Olivia Pérez, donc tout le monde m'appelle Olivia Pérez. Évariste Akoumian, responsable de Witness Group. Champion est leur lucarne d'expression et celle de la découverte de leur réalité et accomplissement. La création de mon entreprise n'a pas été du tout facile parce que au début, lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous ne connaissez pas les contours. On a envie de créer des choses qui soient un peu différentes. Par exemple, moi je travaille le pagne africain, mais qui sont à l'origine des couvertures. J'ai créé quelque chose qui fonctionne, ça franchement c'est une fierté. Ce qui rend la chose difficile, c'est quand la personne ne maîtrise pas le projet. Et on s'est dit, c'est vrai, on peut financer, mais comment le projet va se comporter? Champion, c'est à suivre tous les dimanches sur Live TV, la télé sans filtre. Bienvenue dans Sika Invest Challenge. Suivez le parcours de jeunes étudiants talentueux venus de divers pays de la sous-région pour compétir sur des épreuves liées au monde de la bourse et de la finance. Je sens qu'ils ont aussi la rage de vaincre en fait. On est comme Real Madrid. Champions League, c'est notre domaine quoi. Une équipe qui nous fait peur, non, je vois pas déjà pas d'équipe, je vois personne en fait. Aucune équipe. Pas du tout. S'il y avait une équipe qui devait nous faire peur, ça serait peut-être le Sénégal. Formation d'élite, parrainage de prestige, ingéniosité et créativité. Ce challenge, je sais que vous vous en doutez, c'est le challenge d'achat et de vente de produits vivriers. Tes personnes, les bagages pour aller où? Mais maman, ils sont rampants. Ah, tu peux prendre. Tu prends et tu nous suis. Je peux pas un panier de fruits et de légumes. La 3e édition du Sika Invest Challenge est à suivre uniquement sur Live TV, la télé sans filtre. Un producteur à l'instrumental ce soir, Kidra. Et un artiste en plein essor sur la scène urbaine du rap ivoire. L'épreuve du jour consiste en la création d'un titre musical avec l'artiste senior. Écoute fort, parce que je ne suis pas là pour raconter des conneries, mais rehausser le niveau, je suis pas venu pour rigoler. La famille ici, le cas DG 302 gros, bon c'est faisable, je vais rien. Rappeur, ivoirien, compositeur. Je trouve que c'est trop facile en fait. Et là, tu vas pas appuyer sur les lignes, c'est une bêtise. Attention, hein. Jamais je porte des bijoux, y'a que le sourire de maman qui vaut de l'or. Dans le train en chemin vers la gloire, les juges procéderont à l'élimination d'un voyageur ou d'une voyageuse. Aquarium de cheminée, Vivier, Chambala, j'en ai séché belé. Bébé vient cheminée, on se parle à l'hôtel chez Billet. Aquarium de cheminée, Vivier, Chambala, j'en ai séché belé. Bébé vient cheminée, on se parle à l'hôtel chez Billet. Aquarium de cheminée, Vivier, Chambala, j'en ai séché belé.
Si vous aimez l'actualité People, l'univers du luxe et de la mode, 26 minutes l'hebdo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité People, de destination de rêve. Présenté par moi-même, Jimmy Ménage-Claire, et c'est un rendez-vous immanquable tous les samedis à 17h30, uniquement sur Live TV, la télé sans filtre. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945. Ce soir, on s'intéresse à la stratégie genre de la CEDEAO. En effet, promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes est au centre d'intérêt de cette institution. Le lancement des programmes de la CEDEAO en Côte d'Ivoire a été effectué en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'ONG Refuge, en collaboration avec l'Organisation pour Handicap Auditif de Côte d'Ivoire, ont initié des activités récréatives, formatives et informatives. On revient sur cette actualité santé hautement importante. Et puis, belle opportunité pour la jeunesse, le cabinet Empower a procédé au lancement de la 12e édition du Forum des stages. Tout ce qu'il faut savoir, c'est dans un instant. On débute avec le centre de la CEDEAO pour le développement du genre qui a organisé le lancement officiel de ses programmes en Côte d'Ivoire. La stratégie genre qui a été présentée en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé permettra d'aider plusieurs femmes et filles dans les secteurs de la santé, l'éducation ou encore l'agriculture. L'objectif est de promouvoir l'autonomisation des femmes et l'égalité entre les hommes et les femmes. André Sémian, Ahmed Badini et Aude Keyo. Faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles au niveau régional, continental et mondial, voici l'ambition affichée du centre de la CEDEAO pour le développement du genre CCDG pour la décennie 2020-2030. Une ambition bâtie autour de 4 axes dont le programme d'appui médical et financier aux femmes et filles souffrant de la fistule obstéricale, l'appui à la promotion des filles dans le secteur de la formation spécialisée technique et professionnelle par la mise à disposition de bourses d'excellence, l'appui technique et financier aux femmes transformatrices de produits agricoles, halieutiques et artisanaux et le projet 50 millions de femmes africaines ont la parole. Le lancement officiel de la mise en œuvre de ces programmes genre en Côte d'Ivoire a eu lieu ce 21 juin 2024 à l'auditorium de la Primature. Le CCDG, de ce fait, constitue le bras technique pour tout ce qui concerne les questions de genre. Il œuvre ainsi pour l'émergence d'une société ouest-africaine où règne la justice et la sécurité et dans laquelle femmes et hommes peuvent prendre part, décider, contrôler et bénéficier de toutes les activités de développement. Ces différents projets qui seront développés visent à améliorer la santé des femmes et des filles souffrant de cette maladie, en vue de leur permettre de mener une vie productive, utile et donner la dignité à la femme, mettre des bourses d'excellence à la disposition des jeunes filles brillantes issues de familles démunies. Ils permettront de renforcer aussi le pouvoir économique des femmes intervenant dans le domaine de la transformation des produits agricoles et faciliter l'autonomisation des femmes à travers la création d'une plateforme virtuelle pour le réseautage, le partage et l'accès aux informations financières et non financières en vue de la création et du développement de leurs entreprises en Afrique, des projets largement partagés par les pouvoirs publics ivoiriens. Grâce à ces programmes, de nombreuses femmes ont vu leur vie transformée et ont pu s'approprier la place qui leur revient dans la société. Il est souvent dit que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Permettez-moi d'ajouter que aider une femme à être autonome économiquement, à développer son potentiel, c'est accélérer le développement durable et inclusif d'un pays. C'est pourquoi je voudrais exprimer ma reconnaissance à la CEDEAO et au président de la Commission, M. Touré, dont le leadership accorde à la femme une place prioritaire.
L'avenir de nos États dépendra de notre capacité à garantir l'égalité des chances et à favoriser le leadership féminin dans tous les domaines. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'avenir, c'est la mise en œuvre de la volonté du président Alassane Ouattara, qui veut que nos mamans, nos sœurs, nos épouses aient les mêmes chances que les hommes. Cette rencontre témoigne de l'engagement du CCDG à travailler en étroite collaboration avec les États membres, mais également avec les institutions régionales et internationales, ainsi que les organisations de la société civile pour faire progresser l'égalité des sexes. On s'intéresse à présent au Sénat. Suivant les dispositions constitutionnelles, l'institution a fermé ses portes ce 19 juin 2024 à travers une cérémonie officielle qui a vu la présence du haut représentant du président de la République, des présidents d'institutions, des ambassadeurs, des autorités politiques et administratives de la capitale politique étaient aussi présents. La présidente du Sénat a rappelé les 19 projets de loi votés au cours de cette session 2024 avant de se féliciter du travail du président de la République pour le développement de la Côte d'Ivoire, puis a appelé les Ivoiriens de tous bords à l'union et à la paix. Un message bien apprécié par l'ensemble des sénateurs et des invités. Après la clôture, les responsables de la Fédération ivoirienne de football ont présenté le trophée de la CAN aux sénateurs. L'ONG Refuge, en collaboration avec l'Organisation pour handicap auditif de Côte d'Ivoire, ont initié des activités récréatives, formatives et informatives destinées aux enfants du village de Nouamou, notamment ceux vivant avec un handicap auditif, ainsi que les autorités administratives et coutumières. Plus de détails avec Chelina Lebonsoro et Karel Dablé. En souvenir du massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid, la journée de l'enfant africain est célébrée chaque 14 juin. En Côte d'Ivoire, c'est en pirogue que les enfants déficients auditifs, au nombre de 18, débarquent à Nouamou, dans le département de Tiapoum. Une fois pied à terre, c'est le retour aux sources. Les élèves du village et enfants malentendants ont été initiés à la drumologie, pratique ou le langage des tambours, avant de recevoir le livre « Tout enfant est une étoile » de l'écrivain Jean-Pierre Mukendi. Voilà. Ok, vas-y encore. Voilà. Qui dit quoi? C'est une question posée. Vous avez vu qu'on a associé les enfants handicapés. Et tous les enfants ont donc droit à cette éducation sans exclusion. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est pour cela que nous sommes venus avec le tambour. Nous sommes venus pour la fête et ça s'est bien passé. Nous avons eu le cadeau qui est là, qui parle de l'enfant qui est une étoile. Mais pour leur dire la fête de l'enfant africain, nous sommes contents. Nous avons bien mangé. Nous disons merci beaucoup à Dieu et que Dieu vous bénisse. En Côte d'Ivoire, la journée de l'enfant africain est célébrée à travers la journée du bandeau blanc, occasion pour les coalitions de l'Action mondiale contre la pauvreté de porter assistance aux personnes vulnérables et aussi pour faire un plaidoyer auprès des autorités ivoiriennes afin qu'ils se mobilisent à travers des lois qui créent un environnement protecteur pour l'enfant. Je voudrais vous exhorter à saisir cette opportunité que nous offrent ces différents moyens de communication pour véhiculer des messages dans le but de faire tomber les préjugés envers les enfants porteurs de handicap et précisément les enfants atteints d'albinisme. Ces enfants vulnérables ont besoin de nous. C'est pourquoi j'ai foi qu'un simple message peut changer nos regards et nous permettre d'accepter la différence pour un monde plus tolérant. L'édition a été pour nous une opportunité de célébrer également la tradition, au-delà du droit à l'éducation que nous avons voulu mettre en avant. Célébrer la tradition à travers la drumologie, le langage des tambours, et rappeler que l'ONG Le Refuge qui a initié l'écriture d'un livre sur la drumologie adressé aux enfants, rappeler donc que ce livre est en train d'être fini et que bientôt il va sortir. Cette année, la journée de l'enfant africain est placée sous le thème « Conflits et crises en Afrique, protéger les droits de tous les enfants ». Le continent africain a la population la plus jeune au monde. Les enfants de moins de 15 ans y représentent 41% de la population, comme l'indique le récent rapport 2016 de Perspectives économiques en Afrique,
Une population qui devrait plus que doubler pour atteindre les 2,5 milliards d'habitants d'ici à 2050, d'après les projections. Le cabinet Empower a procédé au lancement de la 12e édition du Forum des stages à l'occasion d'une conférence de presse. Ce rendez-vous annuel dédié aux jeunes veut une fois de plus statuer sur la question de l'employabilité par des offres de stages et d'emploi. Initié depuis 2012, le Forum des stages est placé sous le parrainage du Bureau national d'études techniques et de développement. Pour cette édition, plus de 15 000 visiteurs sont attendus, des entreprises à la recherche de candidats idéaux comme des jeunes à la recherche d'emploi. L'innovation majeure cette année est l'initiation du concours Pitch ton CV, un concours qui consiste à postuler en ligne à travers une vidéo. Pitch ton CV, qui est ouvert à tous les jeunes diplômés à partir de 18 ans, qui pourront déposer un CV, 2 minutes de présentation vidéo, qui pourront également être coachés et aussi pouvoir être présélectionnés pour aller au grand jury final qui se tiendra au Forum des stages le 19 juillet. Très souvent, les jeunes nous disent on n'a pas cette possibilité de rencontrer des professionnels, on n'a pas cette possibilité tout simplement de trouver un emploi. On n'est pas le fils de quelqu'un. Mais là, c'est l'occasion justement de venir rencontrer des gens qui vont vous initier au marché du travail, qui vont fournir des outils en termes de savoir-être, également renforcer vos compétences techniques. Et puis, vous allez pouvoir vous frotter à des entretiens d'embauche, parce que ce n'est pas tout de parler, d'écouter, mais il faut aussi donc participer à des entretiens d'embauche. Donc, des ateliers, des conférences, des entretiens d'embauche et bien entendu, le résultat du concours. Alassane Ouattara, 50 ans de compagnonnage, paru aux éditions Lafon. C'est le livre publié par la grande chancelière honoraire de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté. La dédicace de cet ouvrage a eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire en présence du couple présidentiel. Ce livre de 190 pages relate la vie estudiantine, professionnelle et politique du président Alassane Ouattara depuis l'opposition jusqu'à sa prise de pouvoir en 2010. L'objectif de l'auteur est de faire découvrir le président sur une facette plus authentique. André Sémian, Ahmed Badini et Karel Dablé. Ce livre est le témoignage d'une histoire que l'on n'a pas racontée, mais vécue par son auteur. 50 ans d'amitié, 50 ans de marche politique parsemée d'embûches, de hauts et de bas, 50 ans de liens familiaux. Voilà l'histoire relatée dans ce livre de 190 pages, écrite par le professeur et grande chancelière honoraire de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté. Un livre qui répond à quelques questions essentielles que se pose l'auteur. Comment faire connaître Alassane Ouattara à celles et ceux qui l'ont élu et réélu plus d'une fois, et à celles et ceux qui continuent de le critiquer négativement. L'auteur veut reconnaître en outre, par cet ouvrage, la grandeur d'un homme d'État. Je voudrais vous féliciter, Président, pour le beau visage que vous êtes en train de donner à la Côte d'Ivoire. Je peux affirmer en toute sérénité que j'ai eu raison de vous accompagner, de croire en votre grande vision pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Après ce long combat, après les joies et les drames reçus ensemble et vécus ensemble, ce livre pour moi peut permettre aux Ivoiriens de mieux connaître l'homme qui gouverne notre pays à partir d'informations authentiques. Alassane Ouattara, 50 ans de compagnonnage, paru aux éditions Lafon, est le témoignage d'Henriette Dagri-Diabaté sur le vécu social, estudiantin, professionnel et politique du président actuel de la Côte d'Ivoire. L'auteur dans son ouvrage relate en outre l'histoire du chef de l'État sur ses prouesses économiques mondialement reconnues et sa si longue marche politique jusqu'au pouvoir d'État. Membre fondatrice du RDR, Rassemblement des Républicains, Henriette Dagri-Diabaté a été professeure titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, plusieurs fois ministre, grande chancelière du pays entre 2011 et 2023 et grande chancelière honoraire depuis octobre 2023. Des qualités professionnelles, politiques et humaines et une fidélité reconnue. L'histoire racontée dans ces pages nous enseigne également que chaque succès exige de la persévérance et que derrière chaque grand homme, il y a des personnes extraordinaires qui, par leur dévouement, contribuent à construire un avenir meilleur pour tout un peuple. Tu es un modèle pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire que nous essayons de suivre.
et nous t'aimons très très fort, ma chère Tanti. Celle qui a eu une relation étroite avec l'homme politique espère par cet ouvrage faire découvrir un personnage politique exceptionnel, encore mal compris par beaucoup d'Ivoiriens. On poursuit à l'international. L'Ukraine et la Moldavie vont peut-être rejoindre les pays de l'Union européenne. En effet, les 27 pays de l'Union européenne ouvriront mardi prochain les négociations d'adhésion avec les deux pays. Pour rappel, l'Union européenne avait accordé en juin 2022 à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion dans un geste hautement symbolique quelques mois après le début de la guerre déclenchée par Moscou ainsi qu'à la Moldavie, son pays voisin. L'ouverture des négociations est une étape dans un processus d'adhésion long et ardu. Une éventuelle entrée dans l'Union européenne de l'Ukraine, un pays de plus de 40 millions d'habitants et une puissance agricole, pose de nombreuses difficultés, à commencer par celle des aides financières. Et le gouverneur républicain de Louisiane a promulgué une proposition de loi prévoyant que les 10 commandements de la Bible soient affichés dans toutes les écoles publiques de l'État dès l'année prochaine. Une loi qui, selon la société civile, viole la séparation de l'Église et de l'État. La Louisiane relance ainsi le débat sur la séparation de l'Église et de l'État. En effet, la proposition de loi prévoit que les 10 commandements de la Bible soient affichés sur des posters ou dans un cadre suffisamment large avec une police adaptée pour être lisible. La proposition de loi prévoit également que cet affichage soit effectif dès la rentrée prochaine dans toutes les écoles financées par l'État, de la maternelle jusqu'aux universités. Selon le gouverneur républicain de la Louisiane, si l'on veut respecter l'État de droit, alors il faut partir de la loi originelle, celle de Moïse. Il faut tout de même noter que le premier amendement de la Constitution des États-Unis prohibe l'établissement scolaire d'une religion nationale ou la préférence d'une religion sur une autre. Passez une très bonne fête de la musique. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi pour le journal, toujours dès 19h45. D'ici là, retrouvez les analyses de l'actualité sur Le Grand Talk. Bonsoir. Bonjour et bienvenue dans le débrief du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 12 juin 2024. Les procédures relatives au contentieux au bail à usage d'habitation et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble ont fait l'objet d'un projet de loi adopté par le Conseil. Ce projet prévoit des délais s'imposant d'une part aux juridictions compétentes pour rendre leurs décisions et d'autre part aux commissaires de justice pour accomplir leur acte et aux parties pour exercer les recours. Il prévoit également une procédure de mise en œuvre des mesures d'exécution de la décision éventuelle d'exclusion par les commissaires de justice pour assurer une protection plus accrue des intérêts des parties ainsi que ceux des tiers. Un tout autre domaine, le secteur aérien où le gouvernement ivoirien souhaite mettre en avant un programme qui vise à renforcer la sécurité aérienne et à améliorer le niveau de performance des opérations aéronautiques. Ainsi, l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, se verra confier la mise en œuvre de ce programme. Enfin, le Conseil a entériné la création de la Commission pour l'interdiction des armes de destruction massive en remplacement de la Commission pour l'interdiction des armes chimiques en Côte d'Ivoire. Dotée d'une compétence plus large sur l'ensemble du territoire national, cette commission est chargée de mettre en œuvre la politique de l'État en matière de non-prolifération dans le domaine des armes de destruction massive. Il s'agit notamment des armes nucléaires, radiologiques, biologiques et des armes chimiques, ainsi que les explosifs et les substances explosives. À bientôt pour un nouveau point sur l'actualité gouvernementale. Uniquement sur Live TV, la télé sans filtre.
Amis Turfis, tous les jours, du lundi au dimanche, la Lonassi vous donne les résultats des courses du jour. Les infos des courses du lendemain et des astuces pour réussir vos paris. Ne manquez pas votre rendez-vous tous les soirs dans l'instant PMU à partir de 21h sur Live TV. Seconde partie de ce temps d'antenne. Merci d'être avec nous. Et si vous venez de nous prendre en marche, c'est le Grand Talk. Nous sommes à la seconde partie. Vous pouvez revoir cette émission sur nos différents canaux et sur notre réseau social. Alors, vous voyez ici une calebasse. Tout à l'heure, avec des choris, rassurez-vous, tout à l'heure, on parlera des Kora Music Awards qui auront lieu cette année, le 1er décembre 2024 à Jobouk. On en parlera en long et en large. Les Kora font leur grand retour sur la scène musicale africaine. Mais avant, messieurs, nous avons une bonne nouvelle, on va le dire ainsi, du côté de Libreville. Un nouvel ambassadeur, Élisée Boloubeuge. Allez-y, je vous donne la primeur. En tout cas, selon les médias, selon ce qu'on a lu dans les médias, et qui rendait compte du Conseil des ministres qui a eu lieu hier au Gabon. Exactement. Voilà, l'ancien ministre de la cohésion de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale. Voilà. Kwadjo Konan Bertin Kakabé. Oui. Voilà, le nouvel ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Gabon. Donc désormais, en lieu et place de Monsieur le ministre, on a plutôt son Excellence. Voilà. Monsieur l'ambassadeur. Oui. Je pense que pour moi, il n'y avait pas meilleure destination pour Kakabé, pour quelqu'un qui démarre une carrière diplomatique, vu déjà les relations qui existent entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, qui sont très excellentes d'ailleurs, depuis des lustres. Et je pense qu'elles sont tellement excellentes que récemment, même nous avons reçu encore la visite du général Oligui, voilà, qui est venu pour une visite de travail de 72 heures, je pense, récemment en Côte d'Ivoire, pour dire même qu'après l'épisode Bongo, la Côte d'Ivoire continue de maintenir des liens très forts et étroits avec le Gabon. Donc pour moi, il tombe dans un environnement qui lui est totalement favorable et il n'y avait pas meilleur endroit, comme je le dis, pour quelqu'un qui démarre une carrière diplomatique. Alors Daouda Coulibaly, pour rebondir, est-ce qu'on attendait Kakabé forcément sur cet échiquier-là? Non, je pense qu'on ne l'attendait pas forcément là-bas, mais bon, ça peut se comprendre aussi. Parce que politiquement, pour ceux qui s'en souviennent encore, lorsque du vivant d'Henri Konan Bédié, Kakabé avait été sanctionné par le PDCI RDA. Parce qu'il était présenté et contre l'avis de son parti. Maintenant, l'étudiant Thiam qui prend les rênes, qui nomme à des postes beaucoup de personnes, mais qui ne lève pas la sanction de Kakabé malgré tout. Bon, je vais dire, quelque part, est-ce que le fait qu'on lui propose aujourd'hui un poste d'ambassadeur, ce n'est pas une façon aussi pour lui de retomber sur ses jambes? Après, il va faire ses armes et revenir. Voilà, il a été toujours attaché au PDCI, mais si on ne l'a pas appelé, bon, il ne va pas aller forcer ou défoncer la porte pour forcément entrer au PDCI. Donc, bon vent en tout cas à Kakabé. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de courage. Et puis surtout, avec lui, je sais que les Ivoiriens qui sont au niveau de Libreville seront très à l'aise. Barry, un mot à son Excellence? Je pense que c'est une nouvelle vie politique qui s'ouvre à lui parce qu'on était habitué au Kakabé Trubin, président de la jeunesse du PDCI, candidat aux élections présidentielles de 2020. Voilà, là, c'est une carrière diplomatique. Moi, je me dis que ça peut être une manière pour lui de prendre du recul pour se dresser un portrait politique d'homme et se dresser un portrait d'homme d'État, en fait. Parce que jusque-là, c'est vrai qu'il a été président de la jeunesse du PDCI, il a été membre du bureau politique, mais la carrière diplomatique va lui donner une autre envergure. Une autre carrure. Et aussi, la diplomatie, c'est une possibilité de se réseauter, parce qu'il va se faire de nouvelles connaissances et tout. Voilà, mais on sait que là, 2025, là, c'est mort parce qu'il ne pourra pas, je ne pense pas qu'il pourra être ambassadeur et venir postuler pour être candidat. Et cette nomination, c'est aussi une manière, c'est la suite logique en fait. Avec le président Ouattara, tous ses collaborateurs qu'il a nommés, après qui ont perdu leur poste, il leur a toujours trouvé un point de chute. L'exemple le plus parfait, c'est M. Amontano. Très bien. Donc Kakabé aussi, il quitte le gouvernement en octobre. Là, il a une nomination. Donc, tous ses collaborateurs avec qui il entretient de bonnes relations, il leur trouve toujours un point de chute. Herman Aboua, justement.
Ben, moi, je pense que c'est, disons-lui félicitations, mais moi, je m'inquiète un peu de ses ambitions politiques. Vous savez bien que le profil de diplomate, c'est un profil à tempérament très froid. Qui vous donne de la réserve. Qui vous donne de la réserve. Donc, or, et puis, au-delà de cela, on me dira que ça peut lui permettre de renforcer son réseau, créer un certain réseautage autour de ses ambitions au niveau de l'international. Mais en même temps, ça l'éloigne de la scène politique, qui est l'arène politique. Il faut être sur le terrain. Et là, il n'est plus là. Bon. On peut regarder ceux qui ont essayé cela. On voit l'ancien directeur de protocole, Allo Wanyo Eugène, qui est dans son profil de diplomate très loin de la scène politique. Il y a Vo Saï aussi, des proches de l'ancien président, qui sont très loin de la scène politique. On peut même citer, comment on appelle, on peut même citer, le nom ne me vient pas, le général Mangou, qui aujourd'hui, dont on savait son expertise ici, qui a un profil de diplomate. Donc je veux dire, dans tous les cas, c'est un endroit où quand ils vont, on les oublie. Peut-être que c'est son choix aujourd'hui. Il voudrait bien qu'on l'oublie. On lui souhaite toutes les bonnes chances. Très bien. Avec votre permission. On ne peut pas avoir des débats là-dessus. On va. Permettons juste un rectificatif. Non, c'est juste pour mentionner que depuis 2012, c'est pratiquement des anciens généraux qui étaient nommés comme ambassadeurs. C'est la première fois qu'on a un Très bien. Alors, je veux dire, le Gabon, c'est un pays d'Afrique, qui est un pays ami de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas le nommer pour l'oublier, en fait. Bon, c'est mon point. Bon, Daouda, rapidement, on va parler d'autres... L'échange et la divergence des opinions. Voilà, c'est ce qui fait ce plateau-là. Donc, ce n'est pas une question de débat, mais c'est une question de dire aux gens, les uns aux autres, que, comme je le disais tantôt, M. Kakabe n'a pas été appelé d'abord, dans un premier temps, partisan pour être rétabli dans ses droits. Dans ses fonctions au niveau du PDCI. Si on estime qu'on n'a pas besoin de lui et que le président estime qu'avec son expertise, ces 2 ans passés, comment on appelle ça, au ministère de la Réconciliation, il peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, au Gabon, c'est déjà bon. Et pourquoi pas, même quand il y va, qu'est-ce qui prouve qu'il ne va pas revenir? Très bien. Est-ce qu'il est le seul? Il est relativement jeune. Il est relativement très jeune. Donc il a le Pourquoi ça sert à quoi actuellement à M. Kakabe d'aller dans cette bataille où M. Gbagbo veut se présenter, M. Alassane Ouattara, on ne sait pas s'il va se présenter oui ou non. Il va et après, il viendra faire le combat de sa génération avec les Blé Goudé, les Guillaume Soro et autres. Très bien. Mais en même temps, on ne peut pas dire aussi qu'on l'a nommé parce que... Pour l'oublier. Je pense que c'est trop réducteur. Bon, enfin, et puis aussi qu'on l'a nommé parce qu'on ne lui avait rien confié aussi de l'autre côté. Enfin bon, d'accord. Dans tous les cas, on souhaite plein succès à son Excellence Kouadio Konan-Bertin, qui est maintenant ambassadeur de la Côte d'Ivoire, près de la République démocratique du Gabon. Très bien. Alors... notre ami Charles-Henri Amani est avec nous. Il est chargé de communication et relations publiques des Cora. Bonsoir. Merci d'être là. Avec vous, on fera un tirage, mais juste cette annonce à faire. Le meilleur artiste du continent pour ces Cora qui se dérouleront le 1er décembre 2024 à Johannesburg gagnera $1 million. $1 million, ça fait 600 millions de francs CFA. Mais avant cela, si vous êtes désigné meilleur de votre catégorie, vous gagnez $20 000, 12 millions de francs CFA. Si vous êtes désigné meilleur artiste de votre région, par exemple de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, Afrique du Nord, vous gagnez $50 000, ça fait 33 millions de francs CFA. C'est des chiffres qui donnent le tournis. Je vais me stabiliser en remerciant véritablement M. Ernest Kadjovi pour la renaissance des Cora. Alors, M. Amani, après combien d'années d'attente pour le public? 12 ans. 12 ans d'attente. 12 ans d'attente. Pourquoi ces 12 ans? Qu'est-ce qui s'est passé pendant 12 ans? Vous savez, le continent était en plein... était en pleine expansion. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées au niveau socio-politique, au niveau culturel. Aujourd'hui, en son temps, les artistes africains payaient pour faire des collaborations, des featuring avec des artistes de renom au niveau international. Aujourd'hui, les gens
cherche à approcher des artistes africains pour faire des grandes collaborations. C'est ça. En termes de technologie, l'Afrique est dans le concert des nations aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui se font en Afrique, beaucoup de créations au niveau que ce soit culturel, technologique et tout ça. Et donc, il a fallu ce temps de repos-là pour pouvoir revenir en force, je dirais. Mais les Kora décident de revenir aujourd'hui auprès du pays d'accueil, donc l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Voilà, qui fait partie des BRICS. Exactement, exactement. Et justement, c'est tout à l'honneur de M. Ernest Adjovi qui retravaille pour remettre la culture africaine encore en pole position dans le monde. Alors ici, on a une calebasse qui est elle est très belle, hein, avec dedans des, on va dire des tickets, des bouts. Les personnes qui ont voté. Voilà, des bouchons. Enfin, comment vous appelez ça? J'oublie le nom en français. C'est quoi? Les coupons. Les coupons. Voilà, les coupons de ceux qui ont participé justement pour gagner des lots. Et le gagnant va gagner quoi? Qu'est-ce qu'il gagne? Le gagnant va gagner un téléphone. OK. On fait combien de tirages? High-tech. Aujourd'hui, c'est un tirage. Un seul tirage. Un seul tirage. Dis donc. Il faut une main innocente. Mais laisse-moi, je suis le plus innocent sur le plateau. Laisse-moi l'honneur. Je souhaiterais juste préciser que pour les tirages à venir, il y aura des billets d'avion aussi. Donc, on espère vraiment qu'il y aura beaucoup de gagnants qui vont nous rejoindre pour la cérémonie à Johannesburg. Alors, comme vous dites, le billet d'avion, c'est-à-dire que celui qui est tiré, il participera au Kora à Joburg, right? C'est ça. Très bien. Bon. J'ai une question. Oui, Herman. Comment on fait pour retrouver son nom dans cette calebasse? Les numéros. Ce sont les numéros de téléphone. Hein? Oui, comment je voudrais que vous me présentiez le process en fait. voter pour avoir... C'est ça. Ben, le process pour voter, c'est par le numéro, en fait, la personne se retrouve. C'est quoi? C'est avec le numéro qu'ils votent, en fait. Les gens doivent voter chaque semaine. C'est ça. Et puis espérer avoir leur nom dans la calebasse. Dans la calebasse. Très bien. Au travers de leur numéro. Et chaque semaine, il y a un tirage au sort. Qui sera fait. Ça, alors, donc, qui fait le tirage, en fait? En fait, c'est une main innocente qu'il faut. Ouais, donc, finalement, quand tu nous regardes, nous tous, personne n'est innocent. Tant que tu dis. Oui, mais franchement. Les innocents avec leur chapeau. Non, alors, je vais appeler... Est-ce qu'on a un chef plateau? Il est là. Venez. Est-ce que notre chef plateau est là? Oui. C'est le plus malhonnête des chefs plateau que tu viens arrête de c'est une stigmatisation. Ado est comme il est tout innocent. Prends pas ton cap une généralité, mon frère. Il faut pas l'écouter. Celui que vous allez tirer va partir avec un téléphone high-tech. OK? Donc, il faut bien mélanger, mixer. Il faut bien mélanger. Il n'a pas besoin même, il n'a qu'à choisir quelqu'un là-bas. Oui, voilà, rapidement. Il y a une feuille qui a terre, une feuille qui a terre. Voilà, ne faites pas déjà une victime avant de commencer. Tu veux qu'il choisisse... Laissez-le tirer en toute sérénité. Voilà. Donnez ça à monsieur Amani. Voilà. Merci, Ado. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va lire devant tout le monde. Oui, on va lire devant tout le monde. Voilà, vous présentez ça, voilà, comme ça. Voilà les caméras. Voilà. OK, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Le numéro, on peut le lire? Oui, allez-y. Plus 225, c'est-à-dire l'indicatif de la Côte d'Ivoire, 07 77 19 05 07. Pour avoir lu ce ticket, le téléphone, on va le partager en deux. Élisée, reprenez. Plus 225 07 77 19 05 07. Très bien. Et la personne gagne un téléphone. C'est ça. Et comment est-ce que la personne vous appelle? Comment est-ce que la personne fait pour rentrer? La personne se reconnaîtra, la personne entrera en contact avec nous. Ou bien vous pouvez prendre contact chez la personne? Aussi. C'est quoi le process spécifique? C'est vous qui appelez la personne pour lui dire vous avez gagné? On appellera la personne. Très bien. Il y aura une remise en bonne et due forme avec un commissaire-priseur. Tout à fait. Très bien. Revenons maintenant sur les Kora. Comment ça se prépare? Nous sommes pratiquement en train de courir vers la fin du mois de juin. Décembre n'est pas loin. C'est quoi les préparatifs? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Pour avoir un petit point. On a repris attache avec tous nos partenaires durant les mois passés. Dans différents pays, nous avons des contacts. En l'occurrence, le Nigeria, le Congo. Nous avons des représentants en termes de relations publiques et de communication un peu dans toute cette partie, tous ces pays. Moi, je me charge de la communication au niveau de la Côte d'Ivoire. On a repris attache également avec
des nouveaux artistes et des anciens artistes qui avaient déjà eu des prix par le passé. Il y a des nouvelles catégories, il y a des nouveaux artistes qui doivent se faire connaître, qui sont déjà connus en Afrique, mais aujourd'hui qui doivent se faire connaître dans le monde. Alors, soyons plus spécifiques, des artistes qui nous suivent maintenant, qui veulent participer, comment ils font pour déjà postuler, pour être nominés, pourquoi pas? C'est quoi le process? Bon, déjà pour cette édition, les artistes ont déjà été sélectionnés. Dans plusieurs catégories. Et on a combien de catégories? Si je ne me trompe pas, on a combien de catégories? Combien de catégories? Je ne peux pas vous donner le chiffre exact, nous en avons plusieurs. D'accord, très bien. Au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on a vraiment, je veux dire, on a de bons... Enfin, les artistes sont... Est-ce qu'il y a des noms? Est-ce qu'il y a des noms qu'on peut donner? Par exemple, qui a reçu 6 koras à ce jour pour la Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi Arafat, qui a été 2 fois, il a même fait sortir un type qui s'est appelé 2 fois Kouraman. Non, c'était très bien. Et pour 2024, justement c'est notre petite surprise de cette année. Il y a un groupe qui s'est fait vraiment connaître avec la Cannes à travers le monde. Team PA, qui fait partie des nominés. Tamsi et la Timbala. Ainsi que KS Bloom. Ah oui, c'est vraiment de la catégorie chansons religieuses. C'est ça. Mais techniquement, ce sont les nouvelles révélations. Est-ce qu'il y a Roselyne Layo, il y a José, enfin ces artistes féminines là? Pour donner la chance à la Côte d'Ivoire de gagner au moins. C'est ça, c'est ça. Oui, ils seront, toutes ces personnes que vous avez citées. Très bien. Mais moi, je pense que M. Ernest Adjobi n'est pas sur le plateau avec nous, mais ça m'aurait fait plaisir parce que chaque fois, on est toujours à Djobourg. Aujourd'hui, ne nous voilons pas la face. La Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante de la musique. Donc, on a pu faire les koras ici, c'est ça? Oui, à quand la venue des koras au parc des expositions? Ça se fera. Ça se fera. Il fallait qu'on retourne à la source, en fait, en Afrique du Sud. D'autant plus aujourd'hui que l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Donc, en termes de technologie, d'avancée, aujourd'hui, les gens n'achètent plus les œuvres musicales comme on le faisait auparavant. Voilà, par le vinyle ou le CD. Aujourd'hui, c'est le streaming. Donc voilà, c'était important déjà, vu que l'Afrique du Sud a aujourd'hui une plus grande aura, c'était important qu'on retourne à la source. Mais pour les éditions à venir, nous vous rassurons que la Côte d'Ivoire peut être visitée. Nous reviendrons. Non, mais je pense aussi qu'il faut préciser à Daouda que les courants ont déjà eu lieu en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Voilà, c'est important de le dire aussi. Alors, 2 questions. Les partenaires, des entreprises ivoiriennes qui veulent se faire voir lors de cet événement-là, comment elles font? Et aussi, s'il y a les populations ivoiriennes qui décident d'aller en Afrique du Sud pour assister au Kora, est-ce que vous avez mis un package déjà prêt pour que tout citoyen puisse assister à ces Koras-là? Bien sûr, bien sûr. Nous avons une représentation ici par des bureaux. Nous invitons tout le monde par le biais de nos pages web à rentrer en contact avec nous. Et nous leur donnerons toutes les différentes procédures à suivre, tout ça, pour pouvoir venir supporter leur artiste. Aujourd'hui, on a tiré donc un téléphone. La semaine prochaine, vous allez tirer toujours un téléphone ou? Non, la semaine prochaine, ce sera d'autres lots. D'autres lots, par exemple? Il y a des billets d'avion. Voilà. Pour assister? Pour assister. Le package inclut l'hébergement et puis tout à fait. Wow, très bien. Donc, pour participer, on rappelle un peu le process, comme on l'a fait tout à l'heure? On appelle pour voter. On appelle et puis... Et c'est le numéro qui est choisi. C'est le numéro qui est choisi, voilà. Pour le tirage. Alors moi, je rappelle un peu donc certains points. Les votes ont commencé donc depuis le 1er décembre 2023. Alors des votes gratuits qui ont permis donc de passer du top 40 au top 20. Et après le top 20 au top 10 et depuis le 1er juin, des votes payants pour arriver au top 6 des nominés. Vous avez 6 nominés par catégorie, 21 catégories, voilà, dont 126 artistes invités en Afrique du Sud. Et je rappelle que le meilleur artiste du continent partira avec la somme de 1 million de dollars, Daouda. Ça fait 600 millions. Vous êtes là, Daouda? Je suis là, mais on va même préciser 620 millions. 620 millions de francs CFA. Enfin, je pense que vous êtes en train de parler des chiffres, mais ce sur quoi je m'attarde et qui a fait que j'étais perdu dans mes pensées, c'est que ce qui me désole, c'est que c'est paix à son âme Arafat qui n'est pas là. Parce que je sais que si Arafat était là... Il aurait gagné. Non, pas qu'il aurait gagné, mais il allait envoyer en fait un autre goût à cette cérémonie-là, en fait. Très bien. Parce qu'il avait le goût de ça, il avait le chien. Très bien. Alors,
620 millions de francs CFA. C'est le meilleur artiste du continent et c'est ce que celui-là gagnera à la fin des Cora qui se dérouleront le 1er décembre 2024 à Joburg. Nous avons le nom de la personne qui porte le numéro. Madame Coulibaly Tenedjo Mariam. Voilà. Elle a été tirée au sort aujourd'hui, Madame Coulibaly Tenedjo Mariam. Si vous nous entendez, n'hésitez pas donc à appeler ou à joindre donc les Cora et puis vous allez donc retirer votre téléphone. Merci, cher Amani, d'être venu. Merci infiniment. Merci à vous. Toutes nos amitiés et notre respect à Monsieur Ernest Adjovi. Et bravo pour ce qu'il fait pour le continent. Messieurs, bon week-end à vous. Élisée Boloube, Daouda. Merci. À vous aussi pareillement. Herman, Barry. Merci. C'est la fête de la musique. On va terminer en musique, la régie. Merci à toutes nos équipes rédactionnelles et techniques. Merci infiniment Maïe Rassis, merci à notre réalisateur. On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. C'est le 0. Prenez mon orange. Le 07. Prenez mon orange. 07.